Delatte. Christophe Delatte. Une histoire très douloureuse aujourd'hui, l'histoire de Joseph, un adolescent qui à l'âge de 16 ans devient accro aux anxiolytiques et aux opiacés, aux médicaments donc. Au début, il en prend pour dormir la nuit et à la fin, 2 ans plus tard, il en meurt. Sa maman est là. Bonjour Juliette Boudre. Bonjour. Vous racontez vous-même cette terrible histoire, votre histoire, dans un très beau livre qui paraît aux éditions de l'Observatoire « Maman ne me laisse pas dormir ». J'ai essayé d'être fidèle à votre livre en racontant cette histoire que j'ai écrite avec Claude Mendibile, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Delatte. Petit cours de médecine en accéléré avant de commencer. Les benzodiazépines sont des médicaments utilisés pour calmer les angoisses. On les appelle aussi anxiolytiques. Lexomil, Xanax, Tranxène, Temesta, vous connaissez ces médicaments. Ils sauvent des tas de gens, mais ils en tuent aussi. Beaucoup. Combien ? On ne sait pas. En France, il n'y a pas de statistiques. Plus que l'héroïne, en tout cas. Beaucoup plus. On n'en parle jamais. D'autres médicaments tuent alors qu'ils devraient soigner. Les opiacés par exemple, dérivés de la morphine et du pavot. Eux, ils servent en principe à calmer la douleur. Skénan, tramadol, codéine, fentanyl. Joseph est mort d'un cocktail des deux. Benzodiazépine plus opiacés. Au début, il en prenait pour dormir. Ensuite, il est devenu accro. Il avait 18 ans. Voici son histoire. L'histoire d'un ado qui ressemble au vôtre, peut-être. Sweat à capuche, basket, écouteurs vissés sur les oreilles. Un ado qui fume des joints, qui ne fiche pas grand-chose au collège. Un ado, quoi. Et du coup, ça fait 2 ans que Joseph est pensionnaire en Angleterre. Nous sommes en mars 2015. Joseph a 16 ans et il est de retour à Paris pour les vacances de printemps. Sa maman, Juliette, vient le chercher à la gare du Nord. Salut, maman. Ça va, mon chéri? T'as fait bon voyage? Juliette voit tout de suite que Joseph est fatigué, qu'il est pâle, qu'il a des cernes sous ses grands yeux verts. Alors ça va mon Joseph? Ton nouveau collège, ça se passe bien? Moi? Mais je suis naze. J'ai encore fait une insomnie. Oh dis donc, c'est sans arrêt en ce moment. Ouais. Puis je fais de la tachycardie. Faudrait prendre un rendez-vous chez un cardiologue pour checker mon cœur. Et puis chez un toubib, pour qu'il me donne des médocs pour l'anxiété. Et j'ai comme des attaques de panique. Ah bon? Mais pourquoi des médicaments? À quelle heure tu t'endors le soir? Bah vers 5h du mat, et j'ai cours à 8h, je suis mort. Le docteur du collège m'a donné des médocs l'autre jour, bah ça m'a bien calmé. J'ai passé une bonne nuit. En attendant, les voilà à la maison. Les nuits qui suivent, en effet, Juliette entend Joseph qui se lève plusieurs fois. Elle va le voir dans sa chambre. « Ça va, mon grand? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir, maman. Mon cœur va trop vite, regarde là, touche. Sens. Faudrait un cachet. » Bon, eh bien, elle prend rendez-vous chez le médecin. « Bien, rien de grave, hein. Il n'a aucune anomalie, il va bien... Il a juste un peu d'anxiété, donc je pense que ça va passer avec des anxiolytiques. Allez voir un psychiatre, tenez-moi au courant. » Et le psychiatre, effectivement, prescrit un anxiolytique. Et en sortant, Juliette est un peu surprise. C'est Joseph lui-même qui lui explique les dosages et les effets. Il connaît le nom de tous les médicaments anxiolytiques. « Mais comment ça se fait que tu connais ça? » « Bah tu sais, j'en prends déjà en Angleterre, quand je suis paniqué. Un jour, j'avais fumé un joint, j'étais angoissé. Le médecin du bahut m'a donné un Xanax. Et après, j'étais détendu, je planais un peu. C'était drôlement bien. » Donc, il fume encore des joints, le morpion. De retour à la maison, Joseph veut garder ses anxiolytiques sur sa table de nuit. « Ah non, Joseph, je les mets dans ma pharmacie, dans ma salle de bain. Mais si maman, laisse-les-moi, si je dors mal la nuit... Comme ça, je te réveille pas. Tu me réveilles autant que tu veux, c'est moi qui les garde. »
Mais assez vite, Juliette s'aperçoit que Joseph va taper dans la pharmacie dans son dos et qu'il en prend plus que prévu. Alors elle appelle son médecin. Ne vous inquiétez pas, c'est une nature compulsive, votre fils. Et le médecin prolonge le traitement. Vous savez, madame, il est plus dangereux de ne pas dormir que de prendre des médicaments. Ah bon? Puisqu'il le dit. Il est médecin après tout. Et Juliette voit bien que Joseph change en quelques jours. Son regard, sa façon de marcher, de parler, elle ne le reconnaît plus. Il dort toute la journée, mais pas la nuit. Et surtout, il ne parle que de ça, des médicaments, des molécules, des dosages. Il n'a plus que ça à la bouche. C'est un drogué. Joseph est en train de devenir dépendant aux anxiolytiques. Elle le voit. Dans quel monde vivons-nous ? La prescription de produits chimiques aussi puissants était-elle la seule solution face à un adolescent qui angoisse ? Pourquoi pas un voyage ? Pourquoi pas des randonnées ? Du temps ? J'aurais dû faire le tour du monde avec lui pour lui montrer la beauté de cette planète. Alors Juliette décide d'elle-même de diminuer les doses, petit à petit. Si bien que quand Joseph repart en Angleterre après 3 semaines de vacances pour son dernier trimestre, il ne prend plus rien. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Parce que le soir, elle discute avec Max, son deuxième, qui a passé toutes les vacances dans la même chambre que Joseph. « Tu l'as trouvé comment, ton frère, ces derniers jours ? Il est bien, non ? Maintenant qu'il prend plus rien, non ?» Et là, Max baisse la tête, un peu gêné, avant de balancer. « Je trouve pas, maman, non ? Je trouve pas qu'il va mieux, tu sais. Il a pas arrêté, hein. » « Comment ça, il a pas arrêté ? Si, mais si. Non. Non, il cache des plaquettes dans ses semelles de basket. Il les a trouvées où ? Il les a piquées chez mamie. Il en a acheté avec une vieille ordonnance. Il en avait beaucoup ? Oh, il en avait bien 5 ou 6. Tu lui dis pas, hein, que c'est moi qui t'en ai parlé. Hein, tu lui dis pas. Le coup de poignard. Joseph lui a menti et elle ne s'est aperçue de rien. Et le lendemain, qu'est-ce qu'elle apprend par l'une de ses amies dont la fille est amie avec Joseph sur Snapchat ? Pendant tout son voyage retour, dans l'avion et dans le train vers son pensionnat, il a posté des vidéos où on le voit boire du whisky, fumer un pétard, les yeux explosés, complètement à l'ouest. Elle veut en parler au père, bien sûr, Fred, dont elle est divorcée. Et là, c'est un peu compliqué parce que le père, figurez-vous, au même moment, il est en cure de désintoxication à l'alcool. Le père est alcoolique, saisissant mimétisme. Non, elle ne peut pas lui parler, il n'a pas le droit d'avoir de contact. Et donc, elle décide d'aller là-bas, en Angleterre, maintenant. Elle veut le faire hospitaliser. La tête de Joseph quand il voit sa mère dans le bureau du directeur de son pensionnat anglais. « Je savais que tu viendrais. Je m'inquiète beaucoup, chérie. » Le temps de glisser 2 t-shirts et 2 jogging dans un sac, et les voilà partis. « On va où ? Viens, je t'expliquerai dans la voiture. » « Je te préviens, hein. Si c'est pour aller en cure, j'irai pas, ça sert à rien. » Il ira pourtant. 4 semaines. Une vieille bâtisse dans la campagne anglaise qui porte le doux nom de Life Goes On. La vie continue. Bien. Dans un premier temps, il est indispensable de donner quelques benzodiazépines à Joseph. Faut pas risquer la crise d'épilepsie. Mais ensuite, on va diminuer lentement, hein, Joseph, pour arriver à 0. Arrêt complet. OK ? Nous prendrons soin de lui, madame. Ne vous inquiétez pas. Dernières embrassades, ils sont en larmes tous les deux. J'ai les boules, Mamsou. 4 semaines, mon chéri. 4 semaines. Ça va passer vite. Je t'aime, ma petite Mams. 4 semaines, hein. Pas un jour de plus. 4 semaines. Promis. Au début, ça se passe bien.
Les premières nouvelles sont bonnes. Il participe aux thérapies de groupe. Il dort mieux. Mais le 11e jour, patatras. Allô, Mams? Mon amour, comment vas-tu? C'est la merde. Je veux pas rester ici. Je veux me casser, ils peuvent pas me garder contre ma volonté, ils m'ont dit. Joseph, attends. Je comprends que ce soit pas facile, mais essaye encore, je t'en prie. Je vais très bien, Mams. J'ai pas besoin de ça. Je suis pas un camé. Les médocs, c'est bon, maman, je suis sevré. J'en prendrai plus. Ça suffit, Joseph, maintenant. C'est pas comme tu veux, quand tu veux. C'est un long chemin. C'est un vrai travail sur soi. Essaye encore, je t'en prie. Sois gentil. Elle s'énerve, mais rien à faire. Elle appelle le directeur et il se confirme que s'il veut partir, on ne le retiendra pas. Vieille règle de psychiatrie, on ne soigne pas quelqu'un contre sa volonté. Donc, Juliette a 48 heures pour le récupérer avant qu'il ne soit lâché dans la nature. Et elle n'en revient pas. Et donc voilà Joseph de retour à Paris. Après avoir juré, bien sûr, je n'en reprendrai plus. Tu parles. Il va piquer du Lexomil à sa tante. Retour à l'hôpital, à Paris cette fois. Pour un sevrage de 5 jours, qui en fait ne va durer que 3 jours et demi. Eh oui, problème d'effectif. Pendant ces 3 jours, le sevrage est un peu brutal. Joseph fait une crise, violente, comme une crise d'épilepsie. Les médecins sont rassurants. Vous savez, c'est le corps qui réagit, hein. C'est normal, ça va passer. Il le laisse donc sortir prématurément, faute d'effectifs. Et à la maison, il fait une nouvelle crise. Et pour la première fois, Juliette se dit, il aurait pu mourir. Et Joseph lui-même le dit. J'aurais pu crever, Mams. J'ai compris. Je vais pas recommencer, t'inquiète pas. Et nous voilà en septembre 2015. Il a fallu le changer de collège en Angleterre, bien sûr. Joseph fait donc sa rentrée au Cats College de Canterbury. En partant, il a juré à sa mère, les conneries, c'est fini. Eh bien non, les conneries sont devant lui. Le directeur du Cats College vient d'appeler. Joseph est accusé de viol par l'une de ses camarades. Rien que ça. Ses parents viennent de porter plainte, ils l'accusent d'avoir drogué la fille pour coucher avec elle. Et c'est très grave, il risque d'aller en prison. Mais qu'est-ce que t'as fait, Joseph? J'ai rien fait de mal, Mams. J'ai juste... Rien fait de mal. Tu as avalé une boîte de Lexomil que t'as partagée avec une mineure. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? C'était pour se marrer, Mamsou. T'énerve pas. C'était juste pour rigoler. On était bien ensemble. On a eu envie de planer un peu, c'est tout. Et donc on rapatrie Joseph en France de toute urgence. Et de découvrir que le Lexomil, c'est le psychiatre de Paris qui le lui avait prescrit avant de partir, sans le dire aux parents. Finalement, la plainte est classée sans suite. La copine était consentante. Mais Joseph est viré de son collège anglais. Et il faut lui trouver un nouveau centre de cure. En octobre, il entre dans un centre de Barcelone, en Espagne, pour 2 mois. Avec toujours la même technique, on le plonge dans de fortes doses de benzodiazépines et on les diminue petit à petit jusqu'au sevrage complet. Et donc, quand Juliette et son père viennent voir leur fils 15 jours plus tard, ils le trouvent complètement shooté et plus angoissé que jamais. Je dors mal. Je fais toujours des insomnies. Mais comment est-ce que c'est possible avec des doses de cheval que tu avales chaque jour? Je sais pas, ça me fait rien. Peut-être qu'il faudrait me donner un truc plus fort. Terrifiant engrenage, se droguer de plus en plus pour se soigner. Cette fois, Joseph va au bout de sa cure, et même au-delà, il y reste 4 mois. Sauf que quand son père va le chercher, il le trouve complètement hébété dans son plumard. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une crise d'angoisse hier soir. Ils m'ont donné un truc. C'est fort, hein? Une crise d'angoisse?
Mais pourquoi? C'est fini tout ça. Tu vas bien maintenant? Ouais, peut-être. Mais il faudrait que je reste un peu. Et là, surprise, le père découvre que la veille, les médecins espagnols se sont trompés de patient. Ils l'ont confondu avec un autre. Et au passage, ils lui ont fourgué une bonne dose d'oxycontin, un analgésique à base d'opium ultra puissant. Un substitut à l'héroïne. Dingue! Le père est furieux, furieux. Vous êtes totalement cinglés. Vous êtes totalement irresponsables. Vous êtes de grands malades. Et là-dessus, il prend son fils sous le bras et il l'emmène. Seulement assez vite, Joseph n'est pas bien du tout. Il se met à se gratter et il commence à se tordre de douleur. Je fais une crise de manque, papa. Faut qu'on me donne une dose. Je me sens mal. Affolé, le père le conduit à l'hôpital. Monsieur, on ne peut pas faire des crises de manque aussi vite. C'est impossible, hein. Votre fils, il simule. Il simule pas, je le connais, mon fils. Rentrez à l'hôtel, vous verrez, hein. Il va finir par se calmer, c'est sûr. Et après une nuit de cauchemar, Joseph finit par avouer qu'effectivement, il a simulé. Il voulait juste qu'on lui donne des cachetons, encore des cachetons, toujours des cachetons. Retour à Paris et début d'une thérapie familiale. Ça va mieux. Joseph fait du sport. Joseph a même trouvé un petit boulot. Tout va bien. Enfin, tout va mieux. Et le 5 juin, Joseph fête ses 18 ans. Et à la rentrée, il part reprendre ses études en Angleterre, à Londres, cette fois-ci. Ça fait 8 mois qu'il est complètement sevré. Il n'a pas pris un seul médoc. Mais au mois de décembre, rechute. Son frère Max va le voir à Londres, ils appellent Juliette en vidéo, la tête de Joseph, pâle, les yeux injectés, elle comprend tout de suite. Arrête de t'inquiéter tout le temps, maman. Tu m'étouffes. Les jeunes ici font la fête tous les week-ends, c'est comme ça. Mais je touche plus au médoc. Tu peux pas passer ton temps à me fliquer, c'est bon. Je sais qu'il ment. Il veut que je le laisse tranquille, mais il me cherche. Je suis horrifié par son regard et je lui répète sans cesse la même chose. Je ne trouve même plus d'arguments qu'il puisse discerner. De toute façon, il ne m'entend plus. La spirale l'a récupéré. Et donc il faut le faire rentrer à Paris, une fois de plus. Ça n'en finira jamais. Nous sommes à quelques jours de Noël 2016. Il reste à Joseph 8 jours à vivre. Un soir, Joseph passe la soirée chez sa grand-mère maternelle, Amma. Le lendemain, Juliette l'appelle. Il est défoncé. Elle le sent tout de suite. Alors elle va le chercher. Et dans la voiture, elle essaye de lui tirer les verres du nez. Il commence par reconnaître qu'il a piqué 2 Xanax à sa grand-mère. Et il avoue aussi qu'il a bu un Purple Drunk. Je vois pas ce que c'est quoi? Alors, tu prends une bouteille de codéine, tu mélanges avec une bouteille de soda, du coca, tu vois, ou du Fanta. T'écrases dedans 4 cachets d'antihistaminiques, du Phénergan par exemple, et le tour est joué. Juliette, en vérité, en a déjà entendu parler. Ça fait des ravages aux États-Unis, des centaines de morts par overdose. La codéine est un dérivé de l'opium. Donc, direction l'hôpital. Une larme coule sur son visage. Je tends ma main pour lui caresser la joue. Joseph, ce jour-là, est passé tout près de l'overdose. Le 26 décembre au matin, Joseph rejoint son autre grand-mère, Mimi, à Cannes. La mamie a reçu des consignes. Il faut l'empêcher de sortir. Mais une fois qu'elle est couchée, Joseph fait le mur, bien sûr. Il va à la fête foraine où il trouve un dealer. Il croit acheter de la morphine. L'autre lui fourgue du fentanyl, un antidouleur, un opiacé 100 fois plus fort.
2 jours plus tard, le 28 décembre, Joseph attend que sa grand-mère s'endorme, il s'installe dans le salon et il avale plusieurs cachets de fentanyl et des benzodiazépines. Le lendemain matin, Juliette trouve 2 messages de sa belle-mère sur son téléphone. Allô? Je suis dans ma voiture. Je suis derrière le camion des pompiers. On va à l'hôpital. Joseph respirait plus quand je l'ai trouvé sur son lit. Faut que tu viennes. Un avion, beaucoup de larmes et un verdict terrible à l'arrivée à l'hôpital. Bonjour. Bien. Votre fils a consommé des quantités absolument phénoménales d'opiacés et de benzodiazépines. Le mélange des deux est catastrophique. Les organes s'éteignent les uns après les autres. Il n'y aura pas d'amélioration, je suis désolé. Quelques heures, quelques jours, pas plus. Vraiment désolé. Il est allongé sur le dos, branché à des tas de machines. Il est magnifique. Il a l'air presque heureux. Je fais le tour de son lit. Je le touche. Je le caresse. Je l'embrasse. Joseph repose dans le joli cimetière d'Arkang, au Pays Basque. Au début de l'histoire, il ne pouvait pas dormir. À la fin de l'histoire, il dort pour l'éternité. Voilà, cette histoire se termine par un chant basque qui est aussi un chant de Noël, puisque Joseph est mort à une période vraiment particulière, Juliette, de sa vie, puisqu'il est mort entre Noël et le 1er de l'an, en 2016. Écrire ce livre pour vous, sa maman, c'était exorciser et alerter? Au départ, sincèrement, non. Au départ, je l'ai vraiment fait pour ne rien oublier. Ouais, j'avais peur que la mémoire se transforme, qu'elle se modifie avec le temps, et je voulais garder chaque détail très précisément pour moi, pour les enfants, pour leur raconter plus tard. Puis ça s'est transformé en un outil de prévention, mais assez naturellement. C'est pas moi qui ai... C'était pas votre démarche? Non. Au départ. Pour être sincère, non. Alors, c'est un vrai phénomène que vous racontez là, dont on parle très peu en France, un peu plus aux États-Unis. Oui. L'addiction aux benzodiazépines et aux opiacés n'est pas que l'histoire de Joseph, non. Mais on ne sait pas l'histoire de combien de personnes. Ici, on ne sait pas. Aux États-Unis, on a des chiffres, mais en France, on a assez peu d'études là-dessus. Ouais. Plus en tout cas que l'héroïne. Alors on a parlé, bon c'est plus tellement à la mode l'héroïne, mais pendant des années on a parlé de ces enfants qui mouraient d'overdose d'héroïne. Aujourd'hui, comparé au phénomène que vous décrivez, que vous racontez, dont votre fils a été victime, l'héroïne ne pèse rien. Non, et je me rends compte, pas à travers les études puisqu'il y en a peu, mais à travers les témoignages de gens qui m'écrivent, à travers les réseaux sociaux ou par d'autres moyens, qu'il y a énormément de cas. Il y a énormément de cas qui sont pas répertoriés ou parce qu'on en parle peu ou parce qu'il n'y a pas eu de passage de police. Parce que moi, j'ai pas eu de passage de police, par exemple. Joseph n'est pas dans les stats. Il n'y a pas eu d'enquête? Non. Il n'y a pas eu d'autopsie? Non. En vérité, vous ne savez pas de quoi est mort Joseph? Je sais parce que j'ai eu un rapport médical qui m'a été donné parce que je l'ai demandé quelques semaines après. De l'hôpital? De l'hôpital de Cannes, oui. Ouais. Que j'ai eu du mal à obtenir. Ils m'ont demandé 50 papiers pour que je puisse l'avoir, mais j'ai fini par l'avoir. Et je sais, parce que j'ai fait analyser une petite gélule qui restait dans un petit sachet en plastique par des amis qui sont dans la police. Ouais. Et donc, c'est comme ça que vous avez su que c'était du fentanyl? Oui. Ouais. C'est le mélange qui est terrible. Le mélange, il est fatal, mais le fentanyl suffit pour faire des overdoses. Il y a beaucoup d'overdoses. Michael Jackson, c'est du fentanyl. Et Prince, c'est du fentanyl. Plus récemment que la chanteuse des Cranberries. Ouais. Ça, c'est des chanteurs, c'est des gens connus. Mais il y a des gens dans la rue, il y a des gens qui meurent toutes les 5 minutes dans la rue aux États-Unis. C'est épouvantable. On peut peut-être expliquer d'ailleurs ce qui tue dans cette histoire. Ce qui tue, c'est que ces médicaments vous plongent dans une addiction. D'abord une addiction, et ensuite une sorte de sommeil. Le cœur se ralentit au point qu'il cesse de battre. C'est aussi simple que ça. Ça fait une dépression respiratoire.
Ça n'est ça pas crée un poison, c'est Non, ça que je veux dire. Non, c'est un antidouleur extrêmement fort qui est normalement utilisé uniquement en fin de vie dans les cancers les plus graves et dans les phases terminales. C'est devenu une drogue parce que d'abord aux États-Unis, il y a des painkiller shops, ce qu'ils appellent les painkiller shops, c'est des magasins où on peut acheter sa prescription. Oui. Et puis voilà, et puis on devient très très vite accro parce que la molécule est très puissante. Et aujourd'hui en France, il y a des dealers Oui. qui vendent ce type de molécules. Mais je ne savais pas. Et effectivement, après avoir fait pas mal d'interviews et vu des journalistes qui avaient fait pas mal d'études sur ce sujet-là depuis, on me dit que il y a beaucoup de cas d'overdose. Ouais, il y en a plein. Alors, il y a une réflexion extrêmement forte dans votre livre, je trouve, qui vient au tout début du récit. Vous écrivez « La prescription de produits chimiques aussi puissants était-elle la seule solution face à un ado angoissé? Pourquoi pas un voyage? Pourquoi pas une randonnée ?» Effectivement, il y a certainement d'autres choses à faire. Aujourd'hui, je suis contactée par pas mal de psychiatres qui m'appellent ou qui m'écrivent pour me dire que j'ai raison et que il y a une mauvaise pratique. il y a une mauvaise pratique, il y a une mauvaise formation au départ. Et quand ces benzodiazépines sont arrivés sur le marché, c'était après les barbituriques, c'était un médicament miracle. Et ils n'ont pas pris conscience des dangers, des effets secondaires et de l'addiction que ça pouvait procurer, et particulièrement chez les jeunes. Dans votre cas, à aucun moment, parce que bon voilà, il a 16 ans, il fume des pétards, donc le cannabis renforce Bien les sûr, angoisses, bien sûr. plonge Bien sûr. l'adolescent dans des angoisses. Le cannabis, c'est inoffensif si on va bien, mais si on va pas Mais bien, ça peut être très grave. ça aggrave. Ça peut être inoffensif, mais ça peut être très grave. À aucun moment, ni votre médecin généraliste que vous consultez d'abord, ni le psychiatre vers lequel il vous envoie, n'envisage une autre solution que l'anxiolytique. Non, mais ils n'en ont pas en fait. Je crois qu'ils n'en ont pas. Après avoir parlé avec beaucoup d'addictologues, etc., c'est très compliqué de trouver. Ils ne savent pas comment soigner. Alors effectivement, si on a du temps et pas d'autres enfants, c'est ce que j'aurais aimé faire moi, c'est le prendre sous le bras et puis tourner, etc. Mais je pense que quand on est accro à ces molécules, ça vous prend tellement au corps que il faut tourner longtemps, je pense, pour que ça disparaisse complètement de votre cerveau. Vous écrivez « J'aurais dû faire le tour du monde pour montrer à mon fils les beautés de cette planète. » Oui, j'aurais adoré faire ça. Techniquement, c'était faisable. J'avais un petit garçon de 2 ans, c'était pas si faisable, mais j'aurais pu le faire un temps, on aurait pu organiser les choses, j'aurais pu le faire quelque temps, et puis son père aurait pu prendre le relais, et puis on aurait pu faire quelque chose. Parce que là, vous mettez le doigt sur ce qu'on pourrait appeler une culture du médicament. Oui, c'est leur façon de soigner, en fait. C'était leur seule façon. Leur seule façon de soigner, c'est dramatique. Et il y a des vrais dangers. Est-ce que vous avez traversé, en posant la question, j'entends déjà la réponse, une période de culpabilité? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et qui m'habitera à tout jamais. C'est pour ça que j'ai envie de faire de la prévention aujourd'hui, d'essayer d'alerter et de faire des conférences. Mais en même temps, quand on lit votre livre, et quand on raconte votre histoire, on s'aperçoit que vous avez fait le max. Mais je sais pas. Peut-être. De l'extérieur. Peut-être vu de l'extérieur, peut-être. Je ne saurais jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, vous plaquez tout, vous allez le chercher. Oui. Vous laissez rien passer. C'est-à-dire quand en Angleterre, vous voyez qu'il a les traits tirés, vous y allez tout de suite. Oui. Mais j'ai pas réussi pour autant. Donc je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait. Je sais pas s'il y a une recette miracle. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut leur en parler très jeune. Est-ce que j'imagine que des tas de gens vous ont dit des tas de choses maladroites. Je voudrais ne pas être maladroit, mais est-ce que Joseph, au fond, son problème, ça n'était pas les médicaments. Au fond, les médicaments se sont greffés sur son problème. Est-ce que Joseph, un peu comme votre ex-mari, son père, n'avait pas un problème intime, plus profond, dont les médicaments ne sont pas responsables? Il aurait pu devenir alcoolique, il aurait pu être toxicomane, et il l'était un peu puisqu'il consommait du cannabis, consommait des médicaments, il y en a des dizaines aujourd'hui à consommer. Et est-ce qu'au fond, le médicament n'est pas juste le produit qui s'est greffé sur son mal-être? On dit que dans l'addiction, il y a une part de génétique qui est importante, qui peut en tout cas être importante, et lui, il avait et son papa et ma maman. Votre maman est alcoolique, mais ça je l'ai pas dit, vous. Donc ça fait 2 gènes, c'est beaucoup. Ouais. Peut-être que ça n'a pas aidé. Je sais pas si on peut prouver tout ça. Les psychiatres disent que oui, que forcément la génétique joue beaucoup. Génétique ou sociale, le fait d'avoir vu son père peut-être se bourrer la gueule probablement de temps en temps. Peut-être que ça suffit. Peut-être que ça suffit à avoir envie. C'est un modèle finalement, un papa. Donc peut-être que ça a suffi à tout ça. Je ne sais Et pas. en même temps, dans ce que vous racontez, on voit pas le problème, si ce n'est ses angoisses.
Oui, non, c'est un enfant qui a été élevé avec beaucoup d'amour, confortablement. Enfin, il a pas un problème majeur de naissance. Il a un petit frère qui était malade petit. Peut-être tout ça a joué. Mais il n'y a pas un drame. Je veux dire, il y a rien de grave dans cette famille. C'est une famille assez équilibrée, normale, aimante. Donc, ça s'est développé. Chacun peut avoir une part d'angoisse, d'angoisse cachée, de quelque chose de très intime qu'il avait peut-être. Mais moi, j'ai pas su voir ça, en tout cas, et les psychiatres non plus. D'après vous, s'il ne prend pas son premier cacheton dans ce pensionnat en Angleterre, il n'y a pas de suite? Je sais pas, parce qu'il était quand même très extrême dans sa façon de même plus tard un peu plus grand, de boire de l'alcool ou de se coucher tard ou de faire la fête. Il a toujours eu besoin de faire les choses avec d'aller jusqu'aux limites. Un peu. Donc s'il n'y a pas de cacheton, il y a autre chose. Oui, je pense. Possiblement. Bah oui, parce que les pétards, il les a démarrés très tôt. Hein. On l'a testé à partir de 14 ans. Le pétard, vous n'avez jamais pris ça à la légère. Hein. Vous faisiez des tests. Hein. Non, je faisais des tests d'urine. D'urine. Vous colliez derrière les toilettes, vous lui donniez un verre, tu pisses là-dedans. Voilà, parce que j'avais peur qu'il le donne à son frère. Ouais. Je faisais des tests multidrogues très tôt, avec les 5 drogues rassemblées dans le même test. Il y a des cas, je me suis beaucoup renseignée à l'époque parce que ça me faisait peur. Donc Sainte-Anne est remplie d'enfants schizophrènes à cause du pétard. Alors il y a des gens qui disent que on peut fumer des pétards toute sa vie, que ça fait rien. Peut-être sur la majeure partie, mais chez certains, fragile, peut-être plus fragile, ça peut créer des dommages qui sont dramatiques. Alors il y a une phrase qui résume toute l'histoire, qui est la phrase de ce médecin qui vous dit « Mais enfin, madame, il est plus dangereux de ne pas dormir que de prendre des médicaments. » En quoi est-ce que c'est dangereux de pas dormir à 16 ans? C'est pas dangereux. C'est catastrophique. Et puis quand on a sommeil, on finit par s'endormir, je pense. C'est l'expérience qu'on en a. Bien sûr. Donc c'est dramatique. Et c'est vrai que moi, j'écoutais les médecins. Pour moi, je suis pas du tout anti-médecin. Bien au contraire, moi, j'ai eu une expérience assez dramatique parce que je suis tombée sur des incompétents. Mais il y en a plein qui sont sûrement formidables. En l'occurrence, celui-là, il était catastrophique. Oui. Alors on sent à la lecture de ce livre et à l'écoute de l'histoire que je viens de raconter que vous en avez lourd sur la patate concernant le système de prise en charge des adolescents. Alors on peut les prendre un par un, ça commence par les Anglais qui, puisqu'il ne veut pas rester dans ce centre de cure, le laisse partir en disant « Madame, on ne peut pas soigner quelqu'un contre sa volonté », ce qui est vrai. Oui, c'est vrai. Probablement. C'est vrai. C'est vrai que la décision, finalement, elle ne peut être efficace que si lui a décidé de se soigner. Mais on ne peut pas avoir cette maturité-là à cet âge-là. Il est mineur. Il est mineur, il a 17 ans, il n'y a aucun gamin qui se dit « Oui, je vais m'en sortir, il faut que j'arrête tout ça ». Il aime l'effet planant, il aime l'état dans lequel ça le met. Je pense que il faut une grosse maturité et une grosse force de caractère parce que, encore une fois, ces molécules sont tellement puissantes que pour s'en débarrasser, c'est très compliqué. Donc il faut négocier, il faut que vous négociez avec la direction de cette clinique pour qu'il le garde 48 heures, le temps que vous alliez le chercher vous-même. Alors il y a les Espagnols, ceux-là, ils sont extraordinaires. Comment vous tombez sur ce centre à Barcelone où on se trompe de patient et on lui colle probablement l'anesthésiant, le produit anesthésiant le pire de la planète? Le pire, je crois qu'en 2 prises on est accro à ce truc-là, c'est terrible. C'est un psychiatre qui le suivait à Paris à ce moment-là, parce qu'on a souvent changé, qui était lui-même espagnol et qui m'avait dit que effectivement à Paris il n'y avait pas grand-chose, il y avait 2-3 centres dans lesquels il fallait surtout pas le mettre parce que c'était rempli de drogués qui se refilaient leurs adresses, leurs dealers, etc. et que c'était pire que tout, et qu'il fallait un éloignement, que c'était très important d'être éloigné de sa famille, et qui m'a donc conseillé de le mettre, c'était à 1 heure de Barcelone, dans ce centre. Vous n'avez pas été tenté tout de même de porter plainte contre ces gens-là? Non. Je l'ai pas fait. C'est pas votre état d'esprit, j'ai l'impression. Non, je l'ai pas fait. J'aurais pu aussi le faire contre le psychiatre qui lui a donné le Lexomil avant de partir à Canterbury. Je l'ai pas fait. Je pense que d'en parler aujourd'hui est suffisamment alertant et ça leur fait plus de mal qu'une plainte. Ouais, je pense. Possiblement. Ça fait réagir les psychiatres. Ils m'appellent beaucoup. Alors en France, là vous tombez sur un truc qui est extraordinaire, c'est que la cure de sevrage normalement doit faire 5 jours, ce qui est déjà très court. Et qui doit être suivi évidemment d'un séjour, c'est une précure de sevrage pur. Bon, manque d'effectifs, elle dure 3 jours et demi. C'est dingue. Il tombe dans la cour, personne le voit, je vais alerter, j'ai du mal à voir le chef de service qui finalement m'accorde 10 minutes dans un couloir en me disant que tout va bien et que c'est normal, etc. Alors qu'il était bourré de soubresauts, qu'il avait les bras, les jambes qui sautaient dans tous les sens. Et il a fait, évidemment, en entrant à la maison, une crise d'épilepsie très, très, très violente. Très violente. Très violente. Ce jour-là, déjà, il peut mourir. Oui.
Il est passé pas loin. J'ai entrevu sa mort ce jour-là. Et là, il n'a pris que des benzodiazépines. Oui. Parce que c'est important, ça. Le mélange est terrible, mais les benzodiazépines seuls, dans les anxiolytiques, j'ai donné des noms, c'est pas pour rien, c'est parce que tous ces noms, on les connaît. Oui. Je veux bien les redonner. Il s'agit du Lexomil, du Xanax, du Tranxène, du Temesta et du Valium que j'ai pas donné, qui est le plus prescrit des anxiolytiques en France. La simple surconsommation de ces médicaments peut entraîner la mort. Et la pharmacie des Français, les pharmacies dans les salles de bain des Français en sont remplies. Surtout celles des grands-mères. Hein. Oui, les grands-mères, mais on est très consommateurs. Je veux dire, on prend un avion, on prend un Lexo. Un petit Lexomil pour dormir. Ouais. La méthode qui est pratiquée à peu près par tout le monde, qui consiste à augmenter les doses et ensuite faire un sevrage progressif jusqu'à 0. On sent à vous lire que ça, vous n'êtes pas convaincu. C'est terrifiant parce que je l'ai jamais vu aussi drogué qu'en cure, en fait. J'arrivais, il était dans un état dramatique, et on repartait pour l'emmener déjeuner avec 50 petites enveloppes à lui donner à heure fixe, etc. C'est très inquiétant. Oui. En même temps, ce sont des médecins qui sont en charge d'un endroit spécialisé dans les cures de désintoxication. Je me dis, voilà, je suis partagée, mais je me dis qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Alors, il y a un épisode de l'histoire que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce moment où vous débarquez à Brighton, donc au tout début de l'histoire, la première fois qu'il rechute, et il vous dit « Ah, t'es là, je savais que tu viendrais ». C'est donc qu'il envisageait qu'on vous montre les vidéos dans lequel on le voit complètement défoncé. Peut-être, oui, je pense aussi, effectivement. Enfin, ça aurait été de la non-assistance à personne en danger si ses amis m'avaient pas téléphoné pour me dire là c'est très grave. Enfin là, il est dans un état, c'est pas possible. Heureusement qu'elle l'a fait. Si on pousse le raisonnement un peu plus loin, s'il fait ces vidéos, c'est peut-être pour qu'on vous les montre. Et que je réagisse et que j'aille le chercher et que je le soigne. Bien sûr. J'espère que c'était pour ça, parce que, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je suis allée le récupérer. Ça lui a pas donné envie de se soigner, mais en tout cas, ça lui a montré que j'étais là. Oui. En fait, quand on voit comment il se comporte tout au long du livre, on a l'impression qu'il est détaché, qu'il est dans l'innocence, que tout va très bien, Madame la Marquise. Oui. En vérité, probablement que derrière, il sent qu'il est en danger, et il ne cesse, par ses passages à l'acte, de vous appeler au secours. Oui, je pense souvent à ça parce que je me dis qu'il a dû se sentir très seul avec ses démons et dans sa tête et dans ses réflexions. Et je me dis qu'il a dû passer des heures à réfléchir à tout ça, sans pouvoir vraiment l'exprimer et sans pouvoir tirer une sonnette d'alarme très franche, en fait. Quand vous prenez l'avion, vous prenez un petit Lexo depuis ou pas ? Jamais. Il n'y a plus rien chez vous ? Non, je l'ai fait pendant des années parce que j'avais très peur en avion. J'ai plus très peur. J'ai très peur de la mort, évidemment, donc j'ai plus besoin de tout ça. Mais je l'ai fait et non, je supporte plus aucun médicament. Je prends à peine un Doliprane quand il faut vraiment que j'ai très mal à la tête. Non. Méfiance vis-à-vis des médicaments. Je prends rien. Et les autres ? Max ? Max non plus. Qui a l'âge aujourd'hui, très exactement. Il a atteint l'âge de son frère, ce qui est pas simple. Ouais. Ça pèse. Ouais, c'est pas simple. C'était cette année. C'est pas simple pour lui. On a eu un moment assez difficile. Mais lui non plus ne prend pas de médicaments et il va plutôt bien. Il grandit. Votre histoire est bouleversante. Si vous voulez aller plus loin, vous qui nous écoutez, je vous conseille de lire le livre de Juliette Boudre, Maman ne me laisse pas m'endormir, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté de revivre et de raconter tout cela aujourd'hui. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.